Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on va parler cyclisme. Ça faisait longtemps sur la chaîne qu'on n'avait pas parlé de cyclisme. On a fait beaucoup de sport mécanique ces derniers temps. Je rappelle que c'est une chaîne multisport. Voilà. Je parle beaucoup de sport mécanique parce que c'est une de mes premières spécialités, mais je parle aussi de cyclisme et de football, d'athlétisme. Dès qu'il y a un truc qui m'intéresse, j'en parle. Voilà, c'est un peu ça l'idée de la chaîne. Donc j'ai pas fait la Vuelta, j'avais dit je crois au moment du Giro que je ferais certainement la Vuelta et puis au final j'ai pas fait par manque de temps un petit peu, et puis surtout que la Vuelta, moi c'est toujours un petit peu le grand tour qui m'intéresse le moins parce que là en plus cette année c'est vrai qu'on a eu un petit peu les restes au niveau de plusieurs équipes qui n'avaient pas forcément amené une grande équipe sur ce Tour d'Espagne. J'ai pas trouvé la course exceptionnelle, Roglic a plutôt dominé. Et derrière, on s'est bataillé pour les accessites, mais la Movistar a quand même eu une stratégie assez étonnante. Et ce qui fait que oui, je me suis pas vraiment passionné pour cette course. Mais bon, fini la parenthèse Vuelta, on parle maintenant au championnat du monde, parce qu'en ce moment, c'est les championnats du monde du côté du Yorkshire. Et on va faire le débrief du chrono. Alors, on va faire un petit débrief du chrono féminin. Le chrono féminin avec une domination de Chloé Diegert, l'américaine. Alors elle a fait un peu partie, elle est étonnante cette fille, Chloé Diegert, qui a dominé 18 minutes, 42, pardon, ça c'était l'intermédiaire, 42 minutes 11 secondes pour faire les 33 km du parcours, 33 ou 34 km, je sais plus. Assez impressionnante. L'américaine. Moi j'ai trouvé qu'elle est un peu à l'ancienne parce que c'est rare de voir des concurrentes comme ça qu'on n'a quasiment pas vu cette saison, qui sont pas dans une équipe World Tour, dans ce cyclisme féminin qui se professionnalise de plus en plus. C'est quasiment du cyclisme à Jeanine Longo qu'elle nous a fait. Alors c'est pas la première fois qu'on voit une américaine comme ça. Il y a eu plusieurs américaines qui étaient très fortes sur le contre-la-montre et qui se préparaient quasiment que contre-la-montre pendant toute la saison, qui faisaient pas de course sur route. Là, c'est un petit peu le cas de Chloé Diegert, mais qui a dominé au niveau du contre-la-montre parce qu'elle repousse quand même Van der Breggen à une 32, Van Vleuten à une 52, qui n'ont pas fait un mauvais parcours, mais qui n'ont pas pu battre l'américaine. Moi je dirais la petite déception quand même, c'est Lucinda Brand qui est simplement 8ème, et puis Lisa Brennauer également 10ème, pas forcément exceptionnel, et puis Caroline Canuel également 12ème. On aurait pu s'attendre à mieux. Du côté des Françaises, là aussi on aurait pu s'attendre à mieux. Alors Juliette Labou 15e, moi je trouve que c'est plutôt un bon résultat pour la Française. Ça n'a pas été facile, les conditions climatiques étaient très mauvaises. À un moment on a cru qu'on allait repousser le chrono au lendemain. Elle a fait 2 échauffements, parce qu'au départ elle a fait un premier échauffement à l'horaire de départ qui devait être le sien, sauf qu'on a décalé tout d'une heure, 1h30 la course, parce qu'il y avait beaucoup d'eau sur la route. Ce qui fait qu'elle s'est retrouvée à faire 2 échauffements, donc forcément elle a perdu de l'énergie à ce moment-là, elle a perdu de l'influx nerveux comme on dit. Donc faire 15e dans ces conditions-là, c'est très intéressant. Par contre, la deuxième française que je vais retrouver dans ma petite liste, Audrey Cordon-Rago, 30e simplement, pas du tout dans le coup, 5 à quasiment 6 minutes de la meilleure. C'est pas trop ce qui s'est passé pour Audrey Cordon-Rago. Peut-être une chute, peut-être un souci sur le parcours, parce qu'elle est quand même très très loin. Normalement, on aurait quand même plutôt attendu qu'elle soit à la porte du top 10, pas 30e. C'était déjà le cas l'année dernière, elle avait été 19e, je crois me souvenir l'année dernière. Elle a peut-être un souci à l'approche de ces championnats du monde. C'était la parenthèse cyclisme féminin. On passe maintenant à la course des garçons. Et du côté de la course des garçons, c'est Rohan Dennis qui s'est imposé. Et alors là, Rohan Dennis... quelle course de Rohan Dennis. Là aussi, un petit peu comme Chloé Diegert, il a été très fort, il a mis 1,08 à quasiment 2 minutes à tout le monde, hyper rapide, tout en puissance, il dégageait une puissance quand on le voyait qui était assez incroyable. Alors après il a eu le temps de se préparer, 2 mois depuis le Tour de France. On se souvient que sur le Tour de France c'était l'étape 10 ou l'étape 11, je ne sais plus, où il a abandonné alors qu'il était dans l'échappée parce qu'il a eu une mésentente avec son manager, et depuis il ne court pas, blacklisté par la Bahreïn Merida, même pas, on ne l'autorise même plus à utiliser les vélos de l'équipe. L'équipe Pantene lui autorise plus à utiliser les vélos de la Merida, ce qui est quand même assez incroyable, ça j'ai jamais vu ça. Donc obligé de faire le parcours sur un vélo
de la sélection australienne. On sait que c'est peut-être des vélos qui sont un peu moins bons, c'est surtout que passer d'une marque de vélo à une autre, ça demande toujours un temps d'adaptation. Par exemple pour Ryan Barguil, l'année dernière du côté de chez Arkea, son très mauvais début de saison était aussi dû à un souci de changement de vélo avec passage du côté du vélo Look qui ne marchait pas du tout. Donc voilà, c'est une sacrée perf. Alors même s'il a eu 1 mois et demi pour se préparer spécialement à ce chrono, hein, il était vraiment affûté parfaitement, il est arrivé avec beaucoup de fraîcheur parce que peu de jours de course, c'est quand même une performance qu'a réalisé l'Australien. Autre coureur qui a réalisé une sacrée performance, qui réalise une sacrée saison pour quelqu'un qui vient directement des rangs des juniors, c'est Remco Evenepoel, deuxième à 1,08. Alors un parcours qui pouvait lui convenir également à Remco Evenepoel parce que vallonné sur la deuxième partie, forcément c'est un plus petit gabarit, donc moins de poids déplacé, donc plus avantageux sur la deuxième portion de parcours. Parce que sur la deuxième portion de parcours, il fait 19 minutes 23, il fait quasiment le même temps que Rohan Dennis. Rohan Dennis a vraiment fait une grande différence sur la première partie. Après, il fait 27-32 sur la deuxième partie, Evenepoel, et 26-46 pour Rohan Dennis, mais là, sur la première partie de parcours, il avait déjà une avance assez considérable. Et sur la dernière partie, par contre, sur le troisième split, l'écart entre les deux est beaucoup plus similaire, même s'il y avait moins de difficultés sur la deuxième partie de parcours. Mais Remco Evenepoel, oui, voilà, qui avait une deuxième partie de parcours qui forcément le favorisait plutôt pas mal. Après voilà, il sait tout faire ce coureur-là, vainqueur de la Classica San Sebastian, il fait une énorme saison. Moi j'aimerais le voir sur les classiques pavés pour voir quel est son niveau. Alors dommage, il fera la course espoir et pas la course élite, mais moi j'aurais voulu le voir sur la course élite, parce qu'il aurait pu vraiment challenger les favoris de l'épreuve. Troisième, Filippo Ganna. Plutôt bon. Après, il s'est un peu révélé cette saison. Moi, je l'avais vu autour de la Provence, il avait été très performant sur le prologue. Après, moi, je l'attendais pas sur le podium forcément, mais il y a quand même beaucoup de leaders qui se sont un peu plantés sur ce chrono. Je pense qu'il a peu de jours de course aussi, donc il arrive avec pas mal de fraîcheur. Ça aide sur un type de parcours comme ça, même si il y avait une portion du parcours qui ne convenait pas du tout, parce que lui, c'est quand même plutôt un coureur de contre-la-montre qui aime le plat. C'est vrai que quand tu es un peu de vallonné, c'est pas toujours idéal pour ce type de gabarit. Il est très grand, donc pas forcément l'idéal, mais vraiment beau chrono de Filippo Ganna qui s'impose de 2 secondes sur Patrick Bevin. Autre coureur qui m'a étonné, qui est dans le top 10, c'est Tanel Kangert, 7ème, l'Estonien. Je ne le voyais pas être à ce niveau-là, mais il fait une excellente saison. On l'avait vu également plutôt performant sur le Giro, plutôt performant également sur les classiques ardennaises. Donc voilà, s'il est performant également sur les chronos, il va commencer à être il était toujours performant sur les chronos, mais là il a fait un très très bon chrono. Peut-être à voir pour bien préparer les grands tours l'année prochaine, ce qui, je pense, n'avait pas été le cas cette année, où il n'avait pas forcément fait un focus sur le Giro, par exemple chez EF Education First. Maintenant, on va passer aux déceptions. Alors du côté des déceptions, il y a Victor Kompanaert, le néerlandais également Josh Van Enden. Je pense que lui, c'est la deuxième partie du parcours qui a vraiment posé problème pour Josh Van Enden. Il fait simplement le 33e temps dans la portion entre le secteur 1 et le secteur 2, et le point intermédiaire numéro 2. Donc voilà, là on voit qu'il a perdu beaucoup de temps à ce moment-là. C'est également le cas pour Chadagar, qui finit fort, mais qui a été un peu moyen dans cette portion-là. Donc Josh Van Enden un peu décevant sur ce parcours. On aurait pu s'attendre à mieux de la part du néerlandais Castroviejo. Pour lui, il a été en délicatesse pendant toute la journée, simplement 24e, très très loin, pas de bonnes jambes, je pense, tout simplement pour Castroviejo. Et puis Kirienka quand même très loin, 31e, et puis Bob Jungels, mais qui traverse cette saison depuis le mois d'avril comme un fantôme un petit peu, très performant au mois de mars. On l'avait vu, Kern Bruxelles-Kurn qui remporte, et puis depuis, il n'est pas bon. Puis surtout, il n'a pas été bon là où on l'attendait, c'est-à-dire sur les chronos, sur les classiques ardennaises, même sur les courses montagneuses. À vouloir
être présent sur trop de terrain, et c'est un peu l'inquiétude qu'on peut avoir pour Remco Evenepoel. Eh bien, des fois, on se brûle un petit peu les ailes, on ne sait plus quelle est vraiment sa spécialité. C'est le cas de Bob Jungels qui finit très très loin, pas du tout dans le coup, 36e, 34e pardon, simplement, mais pas très performant. Et puis il a perdu du temps régulièrement sur ce chrono, donc ça n'a vraiment pas été une très très bonne journée pour lui. Du côté des Français, là c'est un petit peu également une déception, même si Pierre Latour dit qu'il est satisfait de sa 18e place. On aurait pu s'attendre à mieux, mais peut-être fatigué de cette Vuelta. Il a une deuxième partie de saison qui est un peu compliquée, je trouve, Pierre Latour. Il devait faire le Tour de France aussi, donc peut-être qu'il n'avait pas prévu d'être aussi performant sur la Vuelta. Mais voilà, ça a été un jour bien, un jour vraiment pas top sur la Vuelta. Là, c'était un jour moyen pour Pierre Latour, qui fait une bonne portion intermédiaire, mais qui est parti trop prudemment, je pense. Et voilà, ça lui coûte peut-être un top 15. Et puis Benjamin Thomas qui lui a fini très très loin, 28e simplement. Mais lui il est aussi parti très prudemment, 34e temps du premier point intermédiaire, 19e temps sur la portion numéro 2. Donc on voit que là il a fortement accéléré. Par contre sur la fin il s'est un peu écroulé. Également Benjamin 27e temps pardon sur la partie intermédiaire, mais sur la fin il s'est écroulé simplement 33e temps, mais voilà, ça n'a pas été un bon chrono de toute façon pour les Français, et ça confirme que c'est vraiment un domaine dans lequel on a du mal à être performant. Peut-être que si on avait mis Remy Cavana qui avait fait un bon chrono sur la Volta, on aurait peut-être pu choper un top 15 au moins. C'est peut-être pas le meilleur choix d'avoir pris Benjamin Thomas qui, voilà, une de ses premières saisons professionnelles, je crois, du côté de la Groupama FDJ. Pas forcément l'habitude d'avoir une saison aussi longue, aussi pleine pour lui. Pas l'habitude peut-être de rouler à cette période-là de l'année en étant performant. Donc c'était un risque, je trouve que c'est un risque de le sélectionner contrairement à d'autres coureurs. Après le problème c'est que cette sélection elle a été faite au championnat de France. Donc peut-être que Thomas Voeckler ne fera pas la même erreur l'année prochaine de faire une sélection aussitôt, parce qu'il beaucoup de choses peuvent se passer entre le mois de juin et fin septembre. Et ben voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo avec les plus, les top et flop au niveau de ce contre-la-montre. Il y avait un peu moins de montage que d'habitude. Nous, on se retrouve pour faire le débrief des championnats du monde, la course sur route. On fera, je pense, féminine un petit peu, comme là on a fait 4-5 minutes sur les féminines, et puis ensuite sur les garçons. Et puis, est-ce que je ferai le tour de Lombardie? Je sais pas encore. Si je ferai le tour de Lombardie, ça sera peut-être la dernière vidéo de la saison. Sur le cyclisme, je sais pas encore. Le programme est encore assez flou. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.